Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. L'allaitement doit être soutenu, choisi, mais il n'est pas toujours évident à mettre en place. On connaît bien aujourd'hui les bienfaits de l'allaitement pour la santé physique et psychique de la mère et de l'enfant. Des articles scientifiques pointent une diminution du taux d'allaitement exclusif en France de 2010 à 2016 et pointent que le manque d'information est un frein flagrant. Les problématiques peuvent être multiples et les premières semaines sont parfois les plus compliquées. Alors on va échanger aujourd'hui et essayer de comprendre ce qui peut aider, favoriser l'allaitement de la maternité au retour à domicile. On va s'intéresser aussi au rôle du coparent et en quoi sa place peut être primordiale. On en parle tout de suite avec nos invités, un nouveau podcast de Parents pas parfaits. C'est parti! Bonjour Estelle. Bonjour Elodie. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai 38 ans et je suis la maman de 3 enfants. Bastien qui a 13 ans, Léonie aura bientôt 11 et Marion 7. Ok, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de l'allaitement et de la place du coparent. Et bonjour Fred, est-ce que tu peux te présenter? J'ai 33 ans, je suis le papa de 2 petites filles. Susan qui a eu 9 mois aujourd'hui et Rosalie qui a 4 ans. Ok, super, merci et merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui. Alors on va parler de l'allaitement, de la place du coparent et de vos vécus. Est-ce que Estelle, tu veux nous parler du coup de toi? Est-ce que tu as allaité tes enfants? Combien de temps? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? J'ai allaité mes 3 enfants. En fait, j'ai doublé pas loin la durée d'allaitement à chaque fois. Le premier, j'ai allaité 7 mois, la deuxième 14 et la dernière, pas 28 mais 26, quelque chose comme ça. Waouh! Ça a été vraiment super, des super moments. Le premier, j'ai allaité 4 mois exclusivement et après, avec la reprise du travail, la nuit, tout ça, je fournissais pas forcément assez pour la nounou, donc ça a été du mix avec un biberon de préparation pour nourrisson par jour, jusqu'à la fin, vers 7 mois. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, après, en me renseignant un peu plus, en ayant plus d'informations de ce que j'avais fait, entre guillemets, de moins bien pour poursuivre, en fait, et qui avait fait que j'étais arrivée à plus avoir assez de lait à 7 mois, et j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais plus assez de lait. Du coup, la deuxième, même si j'ai repris à travailler, pareil, aux 3 mois, même si j'ai repris à faire des nuits, j'ai réussi, du coup, elle allaitait plus longtemps comme je voulais. Alors, c'était compliqué parce que je voulais pas du biberon, et puis, elle a quand même 11 ans, donc toutes les méthodes alternatives, c'était quand même pas si simple à faire passer. Ouais, c'était différent. La SNAT, comme mon mari, il était pas forcément hyper chaud. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis, à 13 mois, quelque chose comme ça, elle a commencé à faire une petite grève, je pense. Et puis moi, à ce moment-là, ça m'allait bien. Je pense qu'on a profité de ça pour faire un sevrage en douceur. Et la dernière, j'étais en congé parental. Du coup, on en a profité à fond, toutes les deux. Et puis, vers 18 mois, je commençais à être un peu fatiguée, donc on a fait un peu un sevrage nocturne sur, on va dire, 6 heures de nuit où c'est mon mari qui se levait pour que je dorme un petit peu. Et puis, en fait, moi, ça a commencé à baisser gentiment à partir de ce moment-là. Et puis autour, un peu après ces 2 ans, autour de Noël, dès d'octobre, autour de Noël, on a dû faire notre dernière tétée. Et puis, c'était chouette, voilà. Ok, super. On reparlera après du rôle de ton conjoint dans ces allaitements, mais du coup, c'est vrai que les infos et l'accompagnement, ça t'a permis de progresser, entre guillemets, dans tes allaitements au fur et à mesure, d'avoir de plus en plus d'informations. Ok, merci beaucoup Estelle. Et toi, Fred, alors du coup, est-ce que ta femme a allaité? Comment ça s'est passé? Comment t'as vécu les choses? Julie a allaité notre première fille jusqu'à l'automne cette année, donc automne 2022, donc presque 4 ans et 2 mois, qui est déjà un allaitement, qui est un allaitement long. Alors à la fin, on va dire sur la dernière année avec Rosalie, c'était des tétés de plaisir de temps en temps le soir, mais vraiment très très limité. C'était vraiment l'occasionnel. Entre-temps, Susan est arrivée au mois de mars 2022, donc elle a commencé un nouvel allaitement exclusif avec notre deuxième fille. Moi, j'ai toujours été très présent dans ces deux allaitements. Le premier spécifiquement parce que Julie a contracté une dépression postpartum combinée avec un burn-out à la reprise du travail après son congé, qui a été un vrai combat ensemble pour garder cet allaitement, c'est-à-dire que il y avait des solutions médicamenteuses qui auraient pu l'aider beaucoup plus vite, mais elle a fait le choix de ne pas le faire et de continuer son allaitement. Et je pense que le soutien du conjoint, je l'ai compris, je l'ai assimilé, je l'ai pris en pleine face parce que j'avais déjà conscience du rôle important du conjoint, du second parent, mais là vraiment il a pris une tournure que je ne pensais pas. Encore plus dense, quoi. Encore plus dense et avec
avec vraiment, voilà, beaucoup plus loin que l'entend facilement. C'est vrai qu'on entend très régulièrement les rôles du conjoint, les petits tips, les petits conseils. Faut se lever la nuit pour changer le bébé. Ouais, des là, on choses va comme plus ça. loin, tu vois. Là, on va plus loin que le simple petit verre d'eau. Là, on est vraiment dans le second conjoint. Il allait pas. Il n'a pas le premier rôle, mais il a le second rôle aussi, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous détailler justement comme exemple de ce second rôle hyper important? Alors, bien sûr, il y a les classiques. Je suis présent, j'aide à l'installation, je donne le petit verre d'eau, je peux nettoyer le tire-lait, je peux, si la maman n'est pas là, donner le lait d'une autre manière, je peux m'occuper, voilà, de plein de choses. Mais pour aller beaucoup plus loin et dans vraiment le concept de la charge mentale, vraiment le second conjoint. Fred, t'es au taquet là. T'es au taquet. Ouais. Romain, prends-en de la graine, s'il te plaît. J'écoute tout, je prends des notes, pas de souci. Je prends des notes, Romain. Je suis pas là pour foutre la merde. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience et c'est vrai qu'il n'y a pas que ce simple petit verre d'eau, ce simple petit coussin qui peut aider. Il y a vraiment toute la logistique à la maison, c'est-à-dire qu'il faut préparer les repas, il faut s'occuper aussi du linge et il faut aussi prendre les rendez-vous médicaux et prendre les rendez-vous à la PMI. Il faut connaître le nom de son pédiatre. Ouh là là, qu'est-ce que je viens de dire? C'est des choses qu'on ne pense pas. Et que même dans un couple, c'est vrai, effectivement, alors ça c'est très sociétal et culturel, il faut prendre conscience, même avant d'avoir des enfants, que la charge mentale va être très importante avec l'arrivée d'un enfant, encore plus avec l'arrivée d'un deuxième. Je n'ai pas encore l'occasion de voir ce que ça donne avec un troisième, mais Estelle pourra le confirmer. Et j'imagine que c'est encore plus fort et que ça demande une organisation, pas militaire, mais en tout cas, qui nécessite vraiment une que équipe, les deux un travail conjoints travaillent en équipe. Voilà. Je ne dis pas, et ça je ne veux pas l'entendre, il faut pas un 50-50. Le but c'est pas de faire autant l'un que l'autre, c'est de faire ce qui correspond plus à l'un et l'autre, ce qu'ils ont besoin l'un et l'autre. Moi il y a des jours où je disais à ma femme, écoute là aujourd'hui je suis très fatigué, je ne vais pas m'occuper du linge. Par contre, je suis assez en forme pour faire à manger parce que j'aime bien faire à manger. Je suis en forme pour être assis pour prendre des rendez-vous, ça ne demande pas non plus une grande activité physique, tu vois. Et toutes ces petites choses là, c'est vrai que cumuler ça allège la charge mentale. Mais c'est même plus allégé. À l'été, c'est un job, c'est un mi-temps. À l'été, c'est un mi-temps. Donc, ça veut dire que quand votre épouse va reprendre le travail et qu'elle fait le choix d'allaiter, on est sur un mi-temps et au bout d'un an, on est presque sur un temps, quasiment à 100%. On accumule 2 jobs. C'est son burn-out, c'est sa dépression qui te font parler comme ça ou t'en avais déjà... Ouais. On sent, une conviction du vécu vraiment. Oui. J'ai l'impression qu'il a écrit une thèse même. Non, j'ai pas écrit une thèse. Non. Je t'avoue, j'ai pas écrit une thèse, mais j'ai eu tellement de mamans qui sont venues me parler en me disant que leur conjoint ne les aidait pas du tout. C'est déjà une période. La période du postpartum est déjà une période très particulière en soi. De grande vulnérabilité. Et c'est vrai que on est une petite feuille de papier et les autres sont une allumette. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est vrai que le conjoint, moi j'ai été une bulle, j'étais un peu une bulle de protection, même pour cette deuxième grossesse, j'ai été la bulle de protection. C'est tu veux venir aujourd'hui machin? Ouais, attends, t'es gentil. Aujourd'hui elles se sont pas trop en forme. Ouais, t'es déçu, c'est pas grave. T'es déçu. Non mais tu vois le truc. Fred, on reçoit énormément de messages de femmes qui voudraient savoir quand est-ce que tu vas quitter la tienne. C'est impressionnant là, on en reçoit des. Alors non, je ne suis pas parfait. Non, je suis pas parfait, loin de là. Mais j'ai conscience de mes vulnérabilités et je suis capable aussi de me dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Si ce que je peux dire, le peu que je peux dire à certains hommes de se dire. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Je pense que ça fera beaucoup de bien à plein de femmes d'entendre tout ça. C'est sûr. Romain, tu encore un message. Oh là là, est-il célibataire? Non, il n'est pas célibataire. Arrêtez, les filles. On va basculer sur Estelle parce que là, avec Fred, on avait quelqu'un de très engagé et qui a vraiment soutenu ça. Oula. Attends, Estelle, je vais pas poser la question. Avec Fred, ça avait l'air d'être vraiment un homme super, vraiment pour le coup. Estelle, toi, de ton côté, est-ce que ton conjoint t'a soutenu autant lorsque tu as allaité? Est-ce qu'il était aussi présent, prévenant? Est-ce qu'il a soulagé ta charge mentale autant que Fred l'a fait? Non. Allez, c'est parti. Romain, il fait partie de 99% des autres mecs. Allez, tu peux le défoncer. Très haut, là. Ouais, il met la barre très haut, Fred. Je suis d'accord. Je dis pas qu'il était horrible, mais là, il met la barre très haut quand même. Non, après... Tu peux balancer, de toute façon, il n'entendra pas ce podcast, ton mari. Bah si, parce que Vincent, il risque de l'entendre, Romain. On aurait dû changer ton prénom au final, je me rends compte. Bon, tant pis. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il a toujours eu, je pense, l'impression que je pouvais tout porter et que j'étais plus forte que lui ou quelque chose de ce genre-là, en fait.
Il est aussi, lui, vraiment tombé dans le piège, il l'analyse comme ça, maintenant que nos enfants sont grands, et qu'il s'ouvre un petit peu, voilà, le congé maternité a eu ses travers, parce que lui a pas forcément pris son congé paternité, ou alors vraiment sur la toute fin, donc il a à peine pris les 3 jours à la naissance, il est retourné bosser. Alors justement, attends Estelle, pourquoi il a pas pris son congé paternité ? C'était un choix ? C'était peut-être un moment donné dans la vie ? Pour le boulot, en fait. Pour lui, la priorité à ce moment-là, c'était de s'installer bien dans le boulot. Il avait cette préoccupation plutôt, on va dire, financière, et puis on était en travaux dans la maison. Et du coup, je pense que voilà, c'était pas une priorité. Il a pas vu en fait la nécessité de faire autrement. Et Estelle, c'était il y a quand même 10 ans en plus. C'était 13 sur le premier. Ouais, 13, donc c'était pas les mêmes mentalités aussi. Sur le premier, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvée vite seule et à gérer et à savoir gérer mieux que lui déjà d'une manière générale. On a nos tempéraments, nos facilités, etc. Et du coup, c'est effectivement, tu parlais de connaître le nom du pédiatre, de ci, de ça. Enfin, je pense que des choses, il a fallu que je le traîne par la peau des fesses pour l'emmener un coup à un rendez-vous pédiatre avec les 3 pour lui dire, regarde ce que c'est comme c'est sport, un rendez-vous pédiatre, 3 examens, des 3 enfants, toute seule. Et en plus, voilà, on habite à la campagne, il y a de la route. Effectivement, oui, je pense qu'il y a des choses comme ça qui se sont ancrées pendant le congé maternité et à la reprise du boulot. Et en fait, c'est là, quoi. Le mal est fait et on a nos habitudes. Il avait un boulot assez prenant. Voilà, moi, j'avais des horaires décalés, donc c'était pas forcément facile. Mais une fois que j'étais à la maison, Enfin, voilà, j'avais pas de charge mentale professionnelle à la maison. Par contre, il s'est vite retrouvé tout seul avec les enfants, enfin 1 ou 2 enfants, puisque justement j'avais des horaires décalés. Donc le matin tôt, le soir tard, le week-end toute la journée, voire même des fois le week-end en journée pendant que moi je dormais dans la maison. Il a quand même géré les enfants. Donc par contre, effectivement, clairement, j'arrivais, c'était déroute, quoi. C'est-à-dire qu'il a géré les enfants. Il a géré les enfants. Les enfants étaient vivants, nourris. Écoute, c'est le principal. Bon, voilà. Les enfants étaient vivants. Tu veux dire que la maison était en bordel quand tu rentrais, c'est ça? Oui, non, puis rien n'avait avancé à côté. Effectivement, tu parlais du linge ce matin. Il faut en fait pendant ton fameux congé mat, en fait, t'allaites, tu t'occupes des 2 grands, tu fais les trajets à l'école, tu fais la manger pour tout le monde, tu fais les courses, tu fais le linge, tu fais tout. Et comme dit Fred, c'est un job à plein temps d'allaiter. Et voilà, et que quand lui s'occupait des enfants, il s'occupait juste des enfants, il faisait pas tout le reste, quoi. Voire même, fallait que je prépare à manger à l'avance et tout ça, mais c'est sûr que je me suis retrouvée beaucoup plus toute seule. Et en même temps, c'est l'allaitement qui m'a sauvée. Parce qu'en fait, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, logistiquement parlant. Parce qu'en fait, là, je partais à l'école, j'avais mon enfant dans l'écharpe, j'allais chercher l'aîné, elle avait faim, elle tétait, c'était la fête. Enfin voilà, c'était pratique, quoi. Le côté très pratique et non prise de tête de l'allaitement a été quand même hyper salvateur, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas retrouvés tous les deux pour se dire peut-être il faudrait qu'on ait une aide extérieure pour qu'on puisse souffler, pour que toi du coup tu aies moins de charge mentale, enfin une charge mentale un peu amoindrie, et que lui peut-être du coup se rende compte qu'à un moment donné il y avait pas besoin de cette aide extérieure et qu'il aurait pu justement lui assurer ça? Alors on a pris avec les aides de la CAF, etc. On a eu une aide ménagère pendant un temps, donc voilà, 2 heures par semaine, c'était quand même déjà pas mal, parce que quand on n'a pas à faire le sol alors qu'on a un bébé qui a un reflux qui passe 20 heures par jour dans l'écharpe, c'est pas mal. Mais en fait, après dans le tourbillon de la naissance et tout ça, peut-être aussi vous avez pas eu le temps d'en parler ou. Non, puis en fait, moi, mes parents habitent loin, donc quand ils venaient plusieurs jours. C'est peut-être ça qui a le plus manqué dans la connexion à l'enfant et que je me rends compte maintenant. Vaille que vaille, c'est allé, mais ça aurait pu aller mieux, quoi. Bon, t'as vu Fred, hein, c'est pas simple pour tout le monde. Hein. Ah non, mais ça je sais, j'en suis conscient. Moi j'ai une question pour Fred aussi, du coup on a bien compris que t'avais été une super bulle de protection, en tout cas pour le 2e bébé, que ça avait été un vrai électrochoc pour toi ce qui s'est passé. Est-ce que t'as noté des choses parce qu'on parle de l'allaitement, de ses bienfaits, enfin voilà, ça c'est plus remis en cause aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas toujours évident au début l'allaitement, on peut avoir besoin d'être accompagné. Puis des fois ça prend pas. Ils vont nous en parler. Mais gentil. Qu'est-ce que tu as pu noter qui a pu être difficile peut-être dans les démarrages ou pas d'ailleurs, ou qu'est-ce qui a été facile dans l'allaitement de ta femme avec les enfants? Alors je t'avoue qu'on n'a pas eu de difficultés comme je peux voir au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est vrai que toi les mots comme le RGO, c'est des choses qu'on n'a pas connues. Quelle chance. On a eu quelle chance. C'est vrai, tu as raison. On a eu pour Rosalie,
alors à l'époque, Julie n'était pas encore, elle était déjà sage-femme, mais elle n'était pas encore IBC-LC. On a eu la fameuse période de confusion entre le sein et la tétine, qui a failli flinguer l'allaitement. Et Dès le à début, l'époque, on ne connaissait rien. Dès le début, au bout de 10 mois. Au bout de 10 mois, non, d'accord. Ah oui. Non, okay. Et puis après, on était comme beaucoup d'autres parents, on se posait des questions, on se disait, elle fait que des petites tétées, mais on s'est jamais posé la question de se dire, mais ça se trouve, elle fait des petites tétées, mais c'est parce qu'il y a un gros débit, tout simplement. Elle pourrait faire aussi des très très longues tétées parce qu'il y a un tout petit débit, tu vois. Plein de questions. Donc vous aviez peut-être pas non plus assez d'infos, comme disait Estelle tout à l'heure. Non, bien sûr que non, on n'a pas eu assez d'informations. Et puis c'est pas Julie avec sa formation de sage-femme de base où il n'y a que quelques heures sur l'allaitement qui nous a aidés et qui nous a sauvés. Non, loin de là. Et puis après, souvent alors moi personnellement, je ne l'ai jamais ressenti ça, mais c'est quelque chose que énormément de papas ressentent, et ils se disent, mais si ma femme allaite, moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans le sens où qu'est-ce que je vais créer comme lien avec mon enfant ? Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui inquiète énormément de papas. Et moi, je leur dis, je vais regarder, ma femme, elle était 4 ans, la lettre une petite qui a 9 mois, ça fait maintenant, ça fait presque 5 ans qu'elle allait sur la longueur. Et moi, à aucun moment, je ne me suis senti inutile ou pas intégré dans la vie de mes enfants, mais bien au contraire. C'est-à-dire que c'est là où le conjoint, le second parent, parce qu'on parle du père, mais on peut aussi avoir une deuxième maman, ou même quelqu'un d'extérieur de la famille qui vient aider plus que d'autres, de se dire, oui, on peut créer du lien même s'il y a un allaitement, parce qu'il y a des moments où l'enfant n'est pas que collé au sein. Il y a des moments où il y a des moments d'échange. Ne serait-ce changer une couche, c'est un moment d'échange. Se mettre sur un tapis d'éveil, c'est un moment d'échange. Lui donner ses premières compotes, c'est un moment d'échange. Et le fait aussi que l'enfant voit qu'il y a une différence entre ma maman m'allaite et mon papa est là aussi pour d'autres situations, et lui aussi peut m'apporter autant de confort, pas plus, c'est pas possible que l'allaitement, mais il peut m'apporter autant de sécurité que ma maman, mais différemment. C'est pour ça que finalement, si je prends l'exemple des enfants qui ont un biberon, c'est pas parce que papa ne fait pas la même chose que maman de la même manière. Par exemple, je sais pas, maman donne le biberon dans un fauteuil et papa lui le donne debout, que l'enfant est perdu. Au contraire, ça y est, la différence se crée. Il y a mon papa, il y a ma maman, mais au final, les deux m'apportent exactement la même chose, le confort, la sécurité dont j'ai besoin. Et ce que tu veux souligner, c'est que voilà, allaiter quand ça se passe bien, c'est génial, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais que voilà, l'important, c'est surtout que l'enfant se sente en sécurité, coucouné, lové. Et c'est vrai que dans les difficultés de l'allaitement, comme ce que je viens d'entendre avec Estelle, c'est vrai que, on va pas se mentir, nous on a eu des difficultés d'autres choses, les coliques, les machins. Il y en a toujours, de toute façon, sinon. D'avoir du soutien, d'avoir un vrai relais, tu vois, un vrai relais. Et pas forcément. Et là encore une fois de plus, je vais encore foutre un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas grave. Pas un soutien de est-ce que tu peux venir m'aider, chérie ? C'est le mec voit que ta femme est en galère. Ça c'est bon, Fred, de dire. On reçoit beaucoup de messages, Fred. Je sais. Ça va exploser. Le standard va péter. Le standard va péter. Mais c'est ça la réalité. De radio, je dis pas. Attention. Je dis pas que j'ai toujours été au taquet. J'ai toujours tout vu. En fait, Fred, mine de rien, c'est tes erreurs. C'est tes erreurs. Entre autres, qui t'ont permis de progresser. Et c'est exactement. On est d'accord. Et il y a un vrai échange dans le couple. Alors c'est vrai que nous, on se parle énormément. On dit toujours, il faut que le couple il se parle. C'est pas tout de le dire. C'est vrai que le mettre en pratique, c'est pas si simple. Surtout quand t'es fatigué. Alors la fatigue, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, je pense qu'Estelle pourra confirmer, même toi, Romain. La fatigue, c'est la pire des tortures. C'est la pire des tortures, la fatigue. Et c'est vrai que ça peut vite faire tourner une maison. Oui, il peut vite y avoir des engueulades. Et puis clairement, l'humeur de la mère, malgré tout, ça reste quand même ce qui donne l'humeur de la maison, quoi. Ça peut donner le ton. C'est vrai que ça peut donner le ton de l'ambiance. Si la maman va bien, et quand même souvent la maman, peut-être ça arrive aussi avec d'autres parents, mais quand même souvent la maman, quand la maman va bien émotionnellement, ça tourne beaucoup mieux que quand elle va pas bien, quoi. Mais du coup, Fred, juste pour savoir, d'où t'es venu en fait tout ça ? Comment tu arrives à faire partie de ces 99, c'est le burn-out de sa femme, la dépression de sa femme. C'est vraiment ce burn-out là et cette dépression postpartum qui a déclenché en fait cette envie de t'investir. Alors plus que la moyenne en tout cas. Il y a plusieurs choses. La première, c'est pas du tout familial. C'est-à-dire, c'est pas un exemple que j'ai vu. Tu vois, ma mère est la première à dire que mon père ne m'a jamais changé les fesses. Tu vois, c'est un exemple, tu vois. On est dans les années 80, voilà, tu vois, c'est quand ça se passe. C'est, j'ai envie de te dire, une prise de conscience qui n'est pas une prise de conscience, on va dire, liée à un effet de mode. Ouais. Ah, d'accord. Liée à un effet de mode ou fait par moi-même. C'est plutôt, et comme d'habitude, et pour beaucoup de choses,
l'élément déclencheur, en règle générale, quand ça commence, c'est parce que mon épouse m'a mis le pied à l'étrier sur quelque chose, tu vois. C'est pas venu de moi-même dès le départ. Il y a des choses, oui. Il y a des choses sur la charge mentale dans le couple où, bien avant d'avoir un enfant, j'avais déjà beaucoup de choses bien ancrées en tête et qui étaient déjà très claires. Mais avec le fait avec l'arrivée d'un enfant, c'est vrai qu'il y a des choses qui me sont venues en me disant ça peut pas durer comme ça, ou ça peut pas fonctionner comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses où clairement, si ma femme ne m'avait pas mis le nez dans le caca, pour le sentir de près. Après, Fred, c'est souvent le cas. Je veux dire, mais c'est souvent sûr, les femmes qui mettent le pied à l'étrier de leur... Mais bon, non, c'est pas manichéen, mais ça arrive. Je te prends n'importe quel exemple. Même moi, tiens, regarde, aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, si tu me dis, on en est où au niveau des paires de chaussures des filles, moi, j'ai envie de te dire, oui, je sais ce qu'elles ont. Voilà, il y a une bottine, il y a une paire de chaussures basket, une paire de tu les as sous les yeux. Tu connais les tailles. Mais par contre, oui, taille 27. Mais par contre, il y a une chose que je maîtrise pas. C'est à quel moment il va falloir changer tout ça. À quel moment il va falloir s'inquiéter. Alors écoute, j'ai envie de te dire, si tous les pères se posaient juste cette question-là, Estelle, on serait pas mal. C'est juste pour te dire que le discours de la charge mentale dans un couple avec des enfants, il n'y a pas de truc parfait et je suis loin d'être parfait. Mais c'est vrai que la prise de conscience, vraiment pour revenir à la question de Romain, la prise de conscience elle se fait au fur et à mesure. Et effectivement, la dépression postpartum a été une révélation de se dire que, parce que là, sans vouloir faire des détails, parce qu'après c'est autre chose, mais on se rend compte que là, s'il n'y en a pas un des deux qui tient la barre, là tout va s'écrouler, parce que clairement, il y en a un qui est plus de la course. C'est ça la réalité. Mon épouse n'était plus du tout dans le truc. Je vais te dire que c'était une sacrée aventure. Et c'est vrai que là, tu te dis, mais là, mon pote, là, si tu te sors pas les doigts du derche, tu vas jamais y arriver. La maison va jamais tomber. Ton enfant va pas manger. Ton enfant va pas arriver à la crèche à l'heure. Et si tu prends pas les rendez-vous pour la famille, pour toi, pour elle, mais qui c'est qui va le faire? Donc, tu as été au pied du mur, obligé de réagir. On est d'accord là-dessus, tu as été au pied du mur un peu. C'est ça, en fait, ça a augmenté, ouais. Estelle le disait très bien, heureusement qu'elle allaitait. Imagine 30 secondes si la plupart des couples, il y a le biberon, et t'as pensé à prendre le biberon, et t'as pensé à prendre la poudre, et t'as pensé à prendre le truc. Ça peut complexifier les choses, on va pas se mentir. T'as pensé à penser ça? Ah oui, non, c'est... Voilà, toi, on va pas se mentir, ça serait encore pire, en fait. Et Estelle, du coup, est-ce que toi, il y a eu des choses qui ont été difficiles pour toi dans tes allaitements? Tu vois des choses en France aujourd'hui qui pour toi sont pas mises en place et qui auraient pu carrément t'aider, ou qui n'étaient pas mises en place et qui ont été mises en place aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Parce que tu as eu 3 allaitements quand même. Donc, carrément, le congé accueil de l'enfant là, pour le père ou le coparent, clairement, c'est juste vital. Pas dans le terme de congé, mais simplement en fait de la présence. Et effectivement, pas prendre cette habitude en fait dès la naissance que la mère elle est toute seule à s'occuper de son enfant et elle fait tout. Et comme ça après quand elle retourne au boulot, elle continue de tout faire quoi. Donc là au moins on est 2 à accueillir l'enfant, on est 2 à faire les choses en même temps, à se rendre compte de ce que c'est. On est 2 à s'occuper de l'enfant et de la maison et éventuellement des aînés, etc. Enfin c'est quand même pas du tout la même charge et pas que mentale, enfin pas que la charge à y penser, mais même effective en fait. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de charge mentale. J'ai pu donner de la charge effective à mon mari. C'est-à-dire qu'en fait, il lui dit quoi faire, il fait. Mais voilà, c'était effectivement ça aurait bien aidé. Et puis toute la formation aux professionnels de l'enfance, parce que voilà, je parlais des contenants alternatifs. Moi, effectivement, ma deuxième qui a refusé le biberon et qui a fait une confusion à 13 mois, qui a mené sur une grève, et qui a mené à la fin de notre allaitement parce que à ce moment-là, j'étais trop dans autre chose pour me battre. Et effectivement, là aussi, c'est pareil. Si mon mari avait soutenu la poursuite de mon allaitement à ce moment-là, je pense qu'on ne serait pas assez outre cette grève et j'aurais peut-être allaité 2-3 ans aussi. Mais là, à ce moment-là, en fait, ça faisait tellement longtemps que j'entendais et quand est-ce que tu vas arrêter d'allaiter que si ça a permis en fait d'arrêter un allaitement plus ou moins de son fait à elle, même si je sais très bien qu'à 1 an, c'était pas un sevrage. Ça s'est fait quand même en douceur, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion à contre-cœur. Un soutien, un vrai soutien sur un allaitement et non pas long mais normal, non écourté, aurait permis que je puisse allaiter plus longtemps, au moins celle-ci. Donc, parce que sociétalement parlant, en fait, 13 mois en France, c'est très très long. C'est ça que tu sous-entends. Oui, c'est ça, et que du coup tout le monde me disait c'est bon, elle veut arrêter, et moi je savais très bien qu'il y avait autre chose derrière, et c'est juste que je me suis pas battue pour continuer. J'ai arrêté un peu et puis voilà, après c'est pas... Tu t'es rattrapée avec ton 3e enfant.
Ouais, c'est pareil. La troisième, j'aurais bien allaité plus longtemps. Je pensais vraiment l'allaiter plus longtemps. J'ai repris à travailler au moment où je l'ai sevré, et je travaillais uniquement de nuit à ce moment-là, et c'était compliqué. À 2 ans, tirer son lait, c'est quand même pas comme à 6 mois. Et du coup, moi, j'ai une lactation qui fait que si je te donne pas à minima 4-5 tétées par jour, ça saillit, en fait. Ça me permettait pas de continuer cet allaitement de 1 ou 2 tétées par jour. Ça, j'aurais rêvé, en fait. Et ça, j'aurais continué mes 4, 5, 6 ans sans problème. Mais moi, je sais qu'en dessous de 5-6 tétés, je dis y a plus rien, et puis ça devient désagréable, et puis elle s'agace, et puis voilà. Donc, du coup, ça a sonné la fin parce que j'avais cette lactation-là qui faisait que je pouvais pas me permettre d'avoir cette tétée matin-soir. Mais effectivement, une société qui soutient cet allaitement, peut-être que j'aurais continué à faire plus de tétées même si elle avait 2 ans. Peut-être que j'aurais boosté ma lactation à 13 mois pour qu'elle continue après, même si elle avait trouvé un biberon dans le placard que son frère lui avait rempli et qu'elle l'avait sifflé devant moi alors que ça faisait 1 an qu'on se battait pour qu'elle prenne un biberon. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'était l'esprit de contradiction. Et puis, effectivement, ça aurait été peut-être moins usant pour tout le monde et j'aurais peut-être eu plus de soutien si ça avait pas été galère de la nourrir les 6 premiers mois de sa vie, en dehors de ma présence, parce qu'elle refusait le biberon. Si on avait pu connaître à ce moment-là le dalle au doigt, la cuillère, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être que l'asthmate et puis mon mari auraient moins eu le sentiment de s'être déjà beaucoup battu pour elle et auraient pu me soutenir autrement aussi, quoi. T'as eu un manque de communication des professionnels de santé avant tout ça? Clairement, moi, c'est pas les professionnels de santé qui m'ont entourée qui m'ont informée. Enfin, voilà, après, quand j'ai rencontré certaines consultantes et voilà, mais c'est plus moi dans mes formations. C'est pas une démarche en fait qui est allée vers toi, c'est toi qui as cherché les infos pour savoir comment faire. Ouais, et puis qui me suis formée aussi beaucoup et qui ai compris de mes erreurs mais en tout cas, c'est toujours, et dans le couple, c'est moi qui en savais le plus. Mais sur l'enfant en général. Et du coup, ça a participé aussi à ce décalage, en fait. Parce que comme moi, je savais, il me laissait faire. Et c'est au-delà de même laisser faire, c'était fait parce que tu sais mieux que moi. Et si tu fais pas, t'apprendras pas. Mais ça aussi, c'est le côté un peu à double tranchant. C'est-à-dire que quand on a une certaine expérience ou une connaissance, soit de l'enfant, soit effectivement de l'allaitement, soit de la santé, soit on est beaucoup plus rapidement mise dans la case de tu vas faire parce que tu sais faire, quoi. Et moi, je vais faire autre chose derrière, mais... Ouais, puis tu vois, Romain, pour rebondir sur ce que dit Estelle, mine de rien, on parle souvent de la place des femmes, de la place des hommes, et moi j'entends beaucoup en ce moment, et c'est pas totalement faux, hein. Laissez-nous la place de prendre justement cette place que vous attendez tant, et je pense que c'est complexe, c'est-à-dire que oui, ok, les femmes ont peut-être un pas en arrière à faire, mais il faut que vous fassiez un pas en avant aussi, parce que c'est pas simplement le fait que les femmes laissent une place aux hommes qui vont faire que les hommes vont être proactifs dans le fait de, comme disait Fred, de dire là, faut que je fasse quoi, faut que je me positionne comment, et ça demande une vraie... Après, moi j'ai des souvenirs de la maternité où pour notre enfant, on a voulu que la maman donne le sein. Il y a du personnel qui est venu en fait, tu sais, qui t'explique, qui t'aide et tout ça. Et là, je rejoins un truc que disait Fred. Et c'est vrai que t'es mis à part en tant que papa pour le coup. C'est-à-dire que là, tous les efforts et toute la concentration se met sur la maman pour lui expliquer, pour l'allaitement, comment placer son sein, placer l'enfant, etc. Et là, quand t'es père, tu ne fais que subir et regarder. Et à aucun moment on t'intègre en fait dans le processus de comment faire pour allaiter l'enfant. Mais ça, on en a déjà parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, que ce soit pour les chambres doubles, le fait que le père puisse dormir sur place. Ouais, ça après. Tu vois, oui, mais si, ça y contribue, parce que la nuit, quand la mère, elle essaie d'allaiter, et puis qu'elle n'est pas toute seule, et qu'il y a le père qui peut l'aider à placer le coussin d'allaitement, ou qui est là pour la soutenir, ça change la donne. Et ça... Donc il y a une vraie posture à faire changer en France dans les hôpitaux. Nous, il l'avait un peu mal pris quand finalement on a dit, l'allaitement, on va laisser tomber, parce qu'en fait, ça le branche pas plus que ça. Ça, elle a presque un peu mal pris, la dame, me souviens. Ah bon, d'accord. Bah oui, il veut pas, on va pas non plus. Après, je pense que c'est une question de sensibilisation, d'envie, il y a encore un petit peu de boulot. Tant mieux, non, mais au contraire, il y a de la marge de manœuvre. Il y a de la marge de manœuvre. Si vous aviez un conseil, un truc à donner, alors Fred, on a entendu que t'es plutôt au taquet des conseils et de la posture, mais si tu devais dire un truc aux futurs papas, là, aux papas qui n'ont pas encore de bébé, qui ont des femmes enceintes, appelez-moi, j'ai plein d'astuces. Qu'est-ce que tu leur dirais de manière, mais parce que tu vois là, j'imagine un mec lambda, il va peut-être avoir des gros complexes. Il va dire là, mon Dieu, je suis pas à la hauteur. Donc, me regarde pas comme ça. Je te vise pas du tout, Romain. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu leur dirais pour aider leurs femmes et puis que ça se passe le mieux possible pour eux, parce qu'il faut pas oublier que plus c'est partagé, mieux ça se passe pour tout le monde, quoi. T'énerve pas. Je m'énerve pas, mais c'est au bénéfice de tout le monde. Ne l'oublions pas. Je pense que la clé, une des clés en tout cas, c'est de s'informer le maximum. Comme le disait Estelle il y a quelques instants, si on est informé, on se sent quand même
mieux dans sa peau, mieux dans ses choix, mieux dans ses décisions qu'on va prendre. Parce qu'effectivement, tu prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas très bien informé, quand il va se retrouver à la maternité et que la maman a envie d'allaiter mais que ça fonctionne pas trop, et puis que cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une auxiliaire qui a pas envie de s'emmerder avec ça et qui dit écoutez, prenez un biberon, on n'en parle plus, et que vu que la mère est fatiguée et que le père il y connaît strictement rien, il s'est pas informé, non mais là tout se casse la gueule, ça se casse la gueule en quelques minutes, en quelques heures. Non, rigole, mais c'est vrai. Alors que c'est la réalité. si la personne est informée avant, et en plus je pense qu'aujourd'hui, maintenant à l'époque où nous sommes, il y a quand même, voilà, vous avez envie de lire, vous avez des bouquins, vous n'aimez pas lire, vous avez des podcasts, vous aimez les Parents pas parfaits, un excellent podcast d'ailleurs. Voilà, non, mais tu vois, t'aimes pas les livres barbants, bah tu regardes des gens qui font de la vulgarisation. T'as une solution à tout pour t'informer. Les pères, allez vous informer. N'attendez pas que votre femme vous dise non, t'as vu ça, c'est vachement intéressant. Non. Vous allez à la Fnac, vous allez à Cultura, vous allez où vous voulez, vous allez au rayon naissance, vous allez voir, vous en avez pour tous les goûts. Informez-vous. Allez chez Cultura. Messieurs, informez-vous. Soyez dans le mouvement, soyez dans la réactivité. Proactif, tu veux dire. Ouais, proactivité. Ce mot, qu'est-ce que je l'entends ? J'adore ce mot. Faut être proactif. Ça veut dire que tu es dans le favor empowerment. On est obligé de parler anglais ? Ça fait plus stylé. Ça fait plus classe. Ça n'existe pas ce mot-là, favor empowerment. Je sais pas. Prends le lead. Prends le lead, papa. Estelle, qu'est-ce que tu voudrais nous dire si tu avais un conseil à donner aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, parce que ça s'adresse pas qu'aux pères. Appelez Fred. Tu dis Clairement, s'informer, c'est juste effectivement la base. Et du coup, pour ça, s'entourer aussi de personnes. On dit qu'on a une expérience positive de l'allaitement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a des allaitements, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, plus on s'entoure de personnes pour qui ça a marché et qui ont une bonne expérience, plus on arrive positivement et plus on a de chance que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, on saura vers qui se tourner. Avoir toujours sous la main aussi le numéro de téléphone d'une consultante en lactation ou en tout cas d'une personne formée qui pourra nous répondre objectivement et avec des bonnes informations. Ça rejoint l'information, mais préparer ensemble en fait, avoir les attentes ensemble et puis pas hésiter à projeter en fait vraiment ensemble et à se dire voilà, moi mes besoins c'est ça, et en fait on est dans la communication dans le couple, mais voilà, mon besoin c'est ça, la priorité c'est ça, pendant un mois on va être juste les 3 ou 4, 5, 6 et c'est ça le plus important en fait, tout le reste on s'en fout et ce qui compte c'est de se mettre en route avec ce petit bébé qui vient d'arriver, quoi. Il y a un autre conseil aussi qu'on peut donner, c'est de s'écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens, dès que tu as un enfant qui te donne des conseils, tu as 1 milliard de conseils, tu as les grands-parents, les parents, les amis, les cousins, les cousines, les tatas, les tontons, et des fois c'est bien de pas... faire semblant de les écouter en tout cas, mais de s'écouter soi-même et de se dire ce que je vais faire. Je me souviens, on a été voir un médecin une fois, il nous avait dit ça m'avait marqué, il avait dit tout ce que vous ferez de toute façon pour votre enfant sera la bonne décision, parce que votre but c'est de le protéger, de le faire grandir et de faire en sorte qu'il s'épanouisse, donc chaque décision que vous prendrez sera forcément bonne, donc écoutez-vous avant d'écouter les autres. C'est peut-être un truc à retenir de tout ça, parce qu'à un moment donné on est les mieux placés pour savoir quoi faire. Oui, bien sûr, évidemment qu'il faut s'écouter, c'est évident. Après, je pense que comme Estelle dit, il faut s'entourer de gens qui ont des retours positifs, des vécus positifs, que ce soit avec l'allaitement, puis qui sont bienveillants et où on se sent bien avec eux. Parce qu'il y a des gens où on sent que c'est pas du conseil pour donner du conseil. Et puis après, mais voilà, c'est une période de vulnérabilité, on n'est pas toujours en mesure de trier. Donc c'est pour ça que la bulle de protection qu'est le papa, parce que mine de rien, il y a une posture différente et un vécu différent, la bulle de protection, elle est indispensable pour protéger les mères et les enfants. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour continuer à parler de sujets qui nous touchent tous en tant que jeunes parents et d'aider et donner des outils à tous ceux qui nous écoutent. Un grand merci Estelle et un grand merci Fred. Merci à vous deux. Merci. Et merci beaucoup. Comme à chaque fois, vous pourrez réécouter ce podcast sur l'allaitement et la place du coparent sur toutes les plateformes de streaming, sur parentspaparfaits.fr bien évidemment. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez, à réagir également sur ce podcast magnifique. contact@parentspaparfaits.fr si besoin. Merci à vous les amis, passez une belle soirée et bon courage avec vos enfants. Force et robustesse. Merci. Bonne soirée, au revoir. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.